Rélam. Dans la série des compétiteurs à l'iPhone, bon, il y a bien sûr Android, vous le savez, il y a Windows Mobile 7 qui vient de sortir, mais il y en a un que tout le monde a un peu oublié pour l'instant ou sous-estimé, mais qui va certainement revenir sur le devant de la scène suite à son rachat par Hewlett-Packard, c'est Palm. Palm avec le WebOS. Alors, Palm Pre, c'est le téléphone, c'est le seul d'ailleurs avec le Pixie, c'est les deux téléphones qui sont depuis des mois sur les étagères. Le Palm 2 est sorti, Palm Pre 2 est sorti il y a peu de temps. Il est toujours en vente en exclusivité chez SFR, ce qui à mon avis est une erreur puisque ça réduit bien sûr son marché comme à l'époque l'iPhone avec Orange. Mais c'est un appareil qui est intéressant car ça permet surtout d'appréhender un nouveau système d'exploitation et de voir un peu ce que peut être un concurrent compétent de l'iPhone, puisque même les fanboys et les macophiles trouvent que, et bien que l'iPhone, que le Palm Pre et le WebOS peuvent être un compétiteur sérieux. Le problème, c'est que ça fait un petit moment quand même qu'on attend de la part d'HP des nouveautés, puisque HP a racheté il y a quelques temps quand même Palm. On attend des nouveautés pour le WebOS. Elle devrait arriver, a priori, très très rapidement en février. Et je vais vous présenter quand même ce que c'est qu'aujourd'hui le Palm 2 Pre, pour se rendre compte un peu de visu, quelle pourrait être la future génération de ce type d'appareil et les concurrents à venir de l'iPhone et de l'Android. Voilà, alors pour cela, hop, je mets en place mon petit équipement. Vous avez devant vous les différents équipements qui sont présents dans cette boîte que voici. Voilà. Hop, on va passer en mode macro. Voilà, c'est la boîte du Palm Pre, siglée SFR. Donc quand vous ouvrez cette boîte, qu'est-ce que vous trouvez dedans? Alors c'est un peu rangé à la Apple. Vous avez dessus la bébête, on va le voir après. Hop, un rangement. Ensuite dedans vous avez le guide de démarrage que vous enlevez. Et ensuite dedans c'est moins joliment rangé que Apple, mais on retrouve les mêmes principes. Et dedans, vous allez avoir la garantie, les écouteurs et le matériel que vous voyez juste là sur la table. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous avez ici le chargeur classique, le chargeur électrique, avec ici un branchement que vous voyez USB. Ici, alors ça c'est vendu en option, c'est assez intéressant, on va y venir après. D'abord le câble USB qui lui est fourni, donc avec une connectique spécifique Palm. Et de l'autre un câble normal. Cette connectique, vous allez pouvoir la brancher directement sur le téléphone ici pour pouvoir charger l'appareil ou échanger les données. Et puis pour finir, ça c'est une exclusivité Palm, et à la fois c'est vendu depuis le début, je trouve ça très intelligent, c'est vendu à part, c'est vendu en option. C'est ce qu'ils appellent le Stone, autrement dit, c'est un chargeur par induction. Donc en fait, tout bêtement, vous le posez sur la table, voilà. Vous branchez ici à l'arrière le port, le câble, voilà, le câble USB qui est fourni. Vous mettez le téléphone comme ça, vous le posez dessus et automatiquement, ça se met à charger. Bon là, on ne le voit pas parce que ce n'est pas branché, mais ça se mettrait automatiquement à charger. Vous voyez, voilà, c'est aimanté. Puis après, hop, vous pouvez même le laisser poser sur le bureau. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez le mettre aussi dans cette position-là. Il chargera et vous pouvez avoir une vision en mode paysage. Bien. Alors, ce Palm Pre, ça donne quoi? C'est intéressant. D'ailleurs, on va commencer par le form factor, par la forme. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc ici, le haut-parleur, qui n'est pas trop mal, mais moins bon que je trouve que des appareils d'autres appareils d'autres marques. Ici, l'appareil photo en 3 mégapixels et le flash. L'appareil n'est pas de super facture, il faut être honnête. Les vidéos et les photos sont de bonne résolution, mais je trouve que la qualité et le grain n'est pas exceptionnel. L'appareil est agréable à tenir en main, il ressemble un peu à un galet, comme vous le voyez. Il est plus petit que l'iPhone ou bien que d'autres téléphones. Je vais vous donner un exemple avec par exemple le Samsung. Prenez le Samsung Omnia, voilà, qui est peu ou prou équivalent à l'iPhone en termes de dimension. On va le comparer en termes d'épaisseur d'ailleurs, un peu, vous voyez, voilà, un peu plus épais. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison, il y a une raison très simple, c'est qu'il y a un clavier qui est caché, voilà, un peu comme le Torch, le BlackBerry Torch, il y a un clavier qui est caché dans l'appareil. Alors, à part ça, l'écran est un peu petit. Je trouve l'écran n'est pas assez grand, alors on est peut-être habitué au standard de l'iPhone ou d'autres appareils de ce type, comme justement le Samsung que je viens de vous montrer. L'écran est un peu petit, mais très agréable à utiliser, vous allez le voir. Donc on va finir quand même avec juste la présentation de l'appareil. Ici vous avez des boutons de plus et de moins pour le volume.
Ici le jack de son, ici le jack, un petit bouton pour couper le son et se mettre en vibreur. Ici le bouton on-off, vous voyez quand j'appuie dessus, hop, ça éteint l'appareil. Et puis pour finir ici, hop hop hop, ici c'est pour ouvrir la batterie, et oui parce que la batterie est interchangeable, et là le port USB qui permet de brancher l'appareil. Alors comment ça se présente? Alors ce qui est intéressant, voilà, c'est hop, quand vous le glissez, eh bien vous avez l'accès à l'interface et au clavier. Alors le clavier, sincèrement, c'est le point faible de l'appareil. Parce qu'il n'y a pas de clavier virtuel, puisque l'écran est plus petit, comme je viens de vous l'expliquer. Il n'y a pas de clavier virtuel, donc c'est un clavier physique. Et sincèrement, c'est une sinécure. C'est juste atroce. Je vous montre de près. Vous voyez ici, vous avez donc un clavier AZERTY, et puis vous avez ici les touches de fonction avec les lettres, par exemple, les lettres accentuées, ou bien les chiffres. Pour y accéder, il faut appuyer sur ce petit bouton-là, ici gris, et puis taper dessus. Donc, et franchement, c'est vraiment pas pratique. Quand surtout vous avez par exemple le numéro de téléphone à taper ou autre, c'est vraiment pas pratique. Ici, vous avez les symboles avec les touches particulières, enfin les symboles particuliers. Moi, franchement, j'aime pas. En plus, il y a un petit rebord, vous le voyez peut-être là, vous voyez, il y a un petit rebord ici qui fait que c'est vraiment pas... On le tient, c'est bien pour le tenir, mais c'est pas très agréable pour taper. Donc franchement, si dans les prochaines versions, il pouvait y avoir soit un clavier plus amélioré, soit carrément un clavier virtuel, je pense que ce serait beaucoup mieux. Alors, après le système d'exploitation en lui-même. Alors, c'est assez intéressant parce que il y a des choses qui nous manquent, qu'on a l'habitude sur PalmOS, sur iPhone, et puis des choses qui sont géniales. Alors, on y vient. Donc là, déjà, voilà, vous avez le bouton, hop, voilà, je fais glisser le petit cadenas vers le haut. Alors, comment ça fonctionne? Le premier truc génial, c'est qu'ici, vous avez une zone de recherche qui vous permet de taper tout et n'importe quoi. Alors, comme je vous l'ai expliqué, il faut ouvrir le clavier. Donc, si par exemple, je tape Stan, hop, automatiquement, qu'est-ce qui se passe ici? Comme vous pouvez le voir, il y a les fiches des différentes personnes qui s'appellent Stanislas, que je connais, dont mon ami Stanislas Kider. Et si je faisais dérouler ici, je pourrais avoir des suggestions sur Google, ou bien avoir accès aux différents emails relatifs à Stan, donc vous voyez, le chiffre 20 correspond au nombre de mails qu'il a trouvé, et lancer des recherches automatiques sur tous ces différents services qui sont possibles, ou créer une action rapide. Alors par exemple, si je reviens ici, si je cliquais sur Stanislas Kider, j'aurai accès à ces fiches. Si je clique sur suggestions Google, j'ai automatiquement les différentes suggestions qui apparaissent en clic qui me permettraient de basculer sur le web. Ici, j'ai les différents mails qui correspondent à Stan. Et si j'ai envie de revenir, eh bien, je fais un petit zip hop, sur le côté et automatiquement, je reviens à la page d'avant. J'ai ici les différentes fonctions qui me permettraient de basculer vers Twitter, Wikipédia, Google Maps ou le catalogue Palm. Et puis, je peux faire différentes choses. Par exemple, créer une nouvelle tâche. Hop. Et automatiquement, ça me lance le gestionnaire de tâches. Et ça me crée une tâche Stan, tout bêtement. Alors si je veux sortir, je peux revenir en arrière, hein, comme je vous l'ai montré. Mais si je veux sortir de cette tâche, eh bien c'est là qu'intervient, je trouve, la puissance du système de WebOS. Tout est classé sous forme de carte. Autrement dit, chaque application correspond à une carte. Et vous allez ensuite pouvoir switcher d'une carte à une autre pour basculer d'une application à une autre. Comment ça marche? Super simple. Vous appuyez en bas. Ici, et hop, automatiquement, vous voyez l'option, enfin l'application s'est mise sous forme de carte. Alors, si je lance une autre application, par exemple, le navigateur web, hop, une nouvelle carte s'ouvre, et automatiquement, après, je peux aller me balader, par exemple, voilà, sur ce premier site. Le navigateur est plutôt pas mal, il est très simple, il est assez rapide, et il est très très simple en termes d'interface, même très très simple en termes d'interface. Bien sûr, il y a du multitouch, bien sûr, il y a de l'orientation automatique, comme vous pouvez le voir, voilà. Si j'ai envie de lancer une nouvelle application, je peux faire pareil, hop, je fais comme ça, et je lance par exemple le calendrier. Voilà. Alors, autre chose intéressante, c'est que si je laisse le doigt appuyé, et que je lève comme ça, alors normalement ça marche. Si je fais comme ça, voilà. J'ai différentes applications qui apparaissent, et avec le doigt, je peux facilement switcher vers une autre application, si je le désire. Par exemple, si je voulais aller vers le téléphone. Hop. Et là, j'ai le téléphone qui apparaît et j'ai accès à différentes fonctions. Si je veux fermer une application qui est en tâche de fond, si je veux switcher, revenir vers les tâches, hop, je fais ça et tac, je reviens vers les tâches automatiquement. Si je veux en fermer une, aussi simple que ça, je la balance vers le haut. Voilà, elle disparaît. Hop, une deuxième qui disparaît et je peux revenir sur l'agenda par exemple. Voilà. Super simple, ça marche très très bien. Autre chose intéressante, vraiment dans les plus,
c'est ici les petites icônes. Parce qu'en fait, tout est basé sur un système d'alerte. Si je clique dessus, automatiquement, j'ai différentes alertes qui apparaissent. Les messages que j'ai eus sur mon Facebook, par exemple, sur Google, sur mon Gmail en l'occurrence, et par exemple, le catalogue avec les mises à jour. Alors, je peux automatiquement basculer. Hop, ça m'ouvre le catalogue avec les mises à jour du système. Alors ce catalogue justement, qu'est-ce que ça donne? Bah c'est pas mal, simplement le problème c'est que ça manque pour l'instant cruellement d'applications. Malgré le challenge qu'a lancé SFR pour avoir des nouvelles applications, bah franchement, c'est pas tout à fait ça encore. Et c'est un peu le gros problème de l'histoire, que l'on a aussi d'ailleurs sur Windows 7, c'est quand même le gros problème, c'est d'avoir des applications qui permettent de donner envie de venir. Après, bon, il y a des fonctions un peu comme ça, vous voyez, qui apparaissent des menus déroulants, ça je trouve ça moins heureux, parce qu'on retrouve des logiques classiques informatiques qui sont pas très agréables. Que vous dire de plus, si ce n'est que voilà, après vous avez les différents menus qui vous permettent de vous balader, différentes applications, vous avez les classiques, hein, par exemple le monde, voilà, à quoi ça ressemble, vous allez voir. Voilà, c'est très simple, hein. Hop, ça va très très vite, c'est plutôt pas mal, on peut partager, etc., on peut naviguer dans les informations. Voilà, hop, il suffit de fermer. On peut revenir vers les applications, se balader, voilà. Hop, vous faites un petit slide sur le côté, vous passez à un autre écran. Les extras, donc en gros les gestionnaires, les différentes applications gérées, etc. La grosse force de cet appareil, c'est son gestionnaire de contact. Alors je vais vous le montrer. C'est ce qu'ils appellent Synergie. Alors ça marche comment? C'est super simple. En fait, vous avez des noms, et quand vous cliquez dessus, eh bien, vous allez avoir automatiquement un agrégatif des différents contacts, zones de contact que vous avez. C'est-à-dire, je crée un nouveau contact. Hop, je vais rajouter son nom, sa fonction, etc. Et puis, je vais pouvoir rajouter son adresse mail, email, IM, etc., etc. Ses différentes coordonnées, par exemple, Facebook, ses coordonnées Twitter, et ainsi de suite. Et automatiquement, Synergie, donc le système de carnet d'adresses, va synthétiser et agréger toutes les informations relatives aux différentes personnes que j'ai dans mon carnet d'adresses. Donc en gros, si je rentre mon Gmail, si je rentre mon Twitter, si je rentre mon Facebook, eh bien automatiquement, je vais avoir par personne agrégé toutes les informations possibles, et après je n'aurai plus que d'un seul clic à aller chercher. Moi, j'ai réussi à rassembler les informations de tous mes réseaux sociaux en moins de 3 minutes avec Synergie, et ça, je trouve ça génial. Maintenant, les points faibles, l'écran est petit, comme je vous l'ai dit, le clavier, c'est une catastrophe. Il y a encore quelques lenteurs de temps en temps. En termes d'interface, d'ergonomie, il y a des choses à revoir. Le navigateur web est pas aussi, quand même, au niveau de Safari, est pas aussi agréable, même s'il est quand même assez innovant. Il y a encore des petites choses que je trouve dommages, comme vous voyez des menus qui se baladent vers le haut, là on comprend pas très bien, voilà, c'est des options en fait, et c'est des options qui viennent un peu, alors qui rappellent paradoxalement l'ancien PalmOS, et qui quelque part ne sont pas très simples à comprendre. Moi par exemple j'ai mis un temps fou, mais vraiment un temps fou, à savoir comment supprimer une application que j'avais téléchargée et installée sur l'appareil. Il a fallu que je passe par l'aide, etc. Et ça, je trouve ça totalement impossible à l'heure où il vous suffit juste d'avoir une petite croix et d'effacer cette application sur l'iPhone, par exemple, qui pour moi reste quand même une référence. Je trouve ça absolument hallucinant d'avoir des choses assez complexes encore. Mais le système est vraiment intéressant. Pour finir sur cet appareil, c'est que donc, il est pas mal. Franchement, moi je serais vous. Je ne l'achèterai pas pour l'instant parce que j'attendrai la nouvelle génération qui va sortir. Je pense vraiment que HP a un gros coup à jouer avec le WebOS. Je pense qu'ils sont en retard, ils sont même très en retard. Mais la stratégie de HP dans le WebOS est de mettre WebOS absolument partout. La nouvelle génération d'imprimantes est déjà très évoluée, n'intègre pas WebOS, mais on pourrait tout à fait imaginer que la nouvelle génération d'imprimantes HP l'intègre, tout comme bien sûr une hypothétique tablette, tout comme une gamme hypothétique aussi de nouveaux terminaux, et qui créerait une sorte d'écosystème global autour de HP. C'est tout le mal que je souhaite à Palm, qui revient d'entre les morts, qui est une marque vraiment que j'adore. À l'époque où le premier iPhone est sorti, si Palm avait pu me proposer en France le Palm Pre, je pense que j'aurais craqué. Et c'est vraiment tout le mal que je souhaite à Palm, et qui, je pense, peut vraiment sortir des choses très intéressantes, même si malheureusement ils arrivent un peu en retard, et la concurrence est maintenant très rude.